Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a été 100 fois abordé, une affaire qui est très connue partout dans le monde parce que, eh bien, tout ça a commencé par des vidéos. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'en parler justement parce qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'Instagram venant d'une certaine écrivaine qui réside en France et qui s'appelle Karine Larue. Elle m'a donc à ce moment-là proposé de choisir 2 livres de sa collection. En voici un. Donc aujourd'hui, on va parler de l'affaire de Luca Rocco Magnotta. Si vous voulez vous procurer ce magnifique livre, eh bien, il est disponible sur Amazon et je vais mettre le lien dans la barre d'informations. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, café à la main et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans l'histoire. Le 27 mai 2012, une vidéo apparaît sur un site Gore qui est publié par Captain Fly. Cette vidéo démontre un homme nu qui est couché sur un lit, qui a visiblement les yeux bandés, qui est attaché. En fond sonore joue la chanson True Faith et un homme tout vêtu de noir s'approche de l'homme qui est nu sur le lit et le poignarde 73 fois. Par la suite, l'homme va lacérer le dos, le torse, mais aussi les cuisses de sa victime qui ne bouge pas. Bien vite, cette vidéo va faire le tour du monde et va être téléchargée et retéléchargée pour être réinscrite sur plusieurs sites internet, notamment YouTube. Plusieurs vidéos vont être téléchargées en petites coupures, donc la vidéo, notamment, elle dure environ 3 heures, mais elle va être coupée à plusieurs endroits pour être distribuée un peu partout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous savons que la victime, au moment où elle était couchée sur le lit et que la vidéo tournait, elle était droguée au benzodiazépine ainsi qu'au temazépam. La vidéo sera donc analysée par la SPVM, donc le service de police de Montréal, et une enquête va immédiatement commencer. Le 29 mai 2012, un certain concierge d'un immeuble du boulevard Décarie contacte la police pour signaler qu'il a trouvé des valises suspectes dans les poubelles situées derrière l'immeuble. La police va se présenter sur la scène de crime et le concierge dira même « Il y avait des larves qui rampaient partout sur la valise. Nous l'avons ouverte avec des pinces. Lorsqu'on a vu le torse avec le cou, on a appelé le 911 immédiatement. » La police va donc tout de suite commencer à fouiller les alentours de la benne à ordures. Ils vont trouver plusieurs sacs poubelles qui contenaient des lunettes de soleil, des vêtements, une nappe, un couvre-matelas, des couteaux, un marteau, 2 tournevis, une scie oscillante, des ciseaux, un rideau de douche, un ordinateur et la partie d'une jambe. Ils vont aussi découvrir des documents au nom de Luca Rocco Magnotta. À ce moment-là, les policiers vont penser que c'est la victime. Dans un autre sac poubelle, ils vont découvrir le corps d'un chiot et 2 bras et une seconde jambe. 4 colis contenant des membres humains vont être envoyés au Parti libéral ainsi qu'au Parti conservateur et 2 autres colis vont être envoyés dans des écoles primaires de la région. Le corps qui est démembré va être envoyé pour expertise. L'autopsie va révéler que la victime avait été tuée par plusieurs armes différentes, donc 4, qui sont piquantes, tranchantes, il y en a qui sont juste tranchantes, il y en a qui sont piquantes, et que celle-ci avait été piquée 37 fois au thorax, 18 fois à l'abdomen, avant mais aussi après le décès. La mort aurait été causée par une plaie autour du cou, au niveau du cou donc, et c'est dû à une trop grande perte de sang tout simplement. Et la perte de sang serait estimée à environ 2 litres. Seuls les organes génitaux n'ont pas été touchés, mais les tissus de l'anus ont été déchirés. Et cette lacération-là a été faite post-mortem. L'autopsie va aussi révéler que son coccyx avait été brisé et que la victime avait reçu plusieurs coups de marteau à la tête. L'analyse toxicologique va révéler que la victime avait ingéré du vin qui avait été mélangé avec du Benadryl, du temazépam ainsi que du benzodiazépine.
Toujours le 29 mai 2012, un homme contacte les services de police pour signaler la disparition d'un de ses amis qui s'appelle Junlin. En fait, cet ami raconte que il a été contacté par l'ex-petite amie de Junlin qui lui habite à Montréal et cet ami-là réside à Pékin. Et que cet ami-là à Pékin contactait Junlin en fait environ 50 fois par jour, qu'il s'écrivait très souvent et que dès le 24 mai, l'ami vivant à Pékin, l'ex-copain, eh bien, il a reçu qu'un simple bon matin, puis plus rien. Par la suite, il a essayé de recontacter Junlin par message, mais n'a jamais été en mesure de le faire. L'ami ayant contacté les services de police dira qu'à 21h30, il s'est rendu à l'appartement de Junlin, mais qu'il n'y avait personne. Il y avait seulement son chat qui avait été laissé là et qui avait l'air de mourir de faim. Par la suite, cet homme va aller à l'épicerie où Junlin travaillait pour voir s'il ne serait pas là et son patron va lui dire que il attend Junlin depuis le 25 mais que celui-ci n'est jamais rentré travailler et qu'il est impossible de le rejoindre. Le lendemain matin, ce même ami va décider d'aller à l'université où Junlin étudiait parce que c'était aussi un étudiant et les amis de Junlin vont dire qu'ils ne l'ont pas revu depuis plusieurs jours. Mais à ce moment-là, la police va dire Junlin avait 31 ans et il était majeur, donc s'il veut disparaître, il peut disparaître. Donc on va attendre quelques jours avant de signaler sa disparition. Il y a aussi un ordinateur qui va être retrouvé dans la benne à ordures et les policiers vont immédiatement l'analyser et vont constater qu'il y avait plusieurs centaines de photos qui avaient été prises pendant le meurtre de cette vidéo justement. Et ils vont découvrir aussi des archives, une lettre qui avait été envoyée au journal The Sun et plusieurs photos d'un homme aux cheveux châtains avec un visage assez masculin, très carré. Et ils vont constater que c'est cet homme qui est le coupable et non la victime. Ce coupable s'appelle Luca Rocco Magnotta. De son vrai nom, Eric Clinton est né le 24 juillet 1984 en Ontario. Dès 1990, soit à l'âge de 6 ans, Eric se sent très différent des autres, notamment parce qu'il a été éduqué jusqu'à ses 11 ans à l'école, à la maison, par sa mère. En 1996, soit à l'âge de 12 ans, Eric va être évalué en psychologie parce que notamment il se sent différent des autres, mais qu'aussi il est très impulsif, il est très colérique, il se compare beaucoup aux autres, il a beaucoup de difficultés avec la critique et en plus, sa situation familiale ne s'améliore pas du tout parce qu'à cette époque-là, il a vécu chez ses grands-parents et à partir de l'âge de 10 ans en fait, donc 2 ans auparavant, son grand-père avait commencé à le forcer à boire jusqu'à ce que Eric soit malade. De plus, sa grand-mère aimait bien l'habiller en fille. Mais Eric va dire toute sa vie que sa grand-mère était l'une des personnes les plus importantes de sa vie. En 1997, ses deux parents vont divorcer alors que Eric n'a seulement que 13 ans. Et il va rester avec sa mère, puis par la suite, il verra très peu son père et il va finir par perdre contact avec lui. Au même moment, il va commencer à aller à l'école publique et il va être souvent victime d'humiliation, d'harcèlement. Il est très différent des autres et ça paraît en fait dans son comportement. Sa mère, par la suite, va rencontrer un homme qui va être très violent et qui travaillait pas tout simplement. Donc, on voit que la situation familiale ne s'améliore vraiment pas. De 1997 à 1998, Eric devient un très bon élève à l'école. Il a de grandes notes, des belles notes. Il étudie beaucoup et vraiment, là, il devient très studieux. En 2000, soit à l'âge de 16 ans, Eric va être forcé de coucher avec son beau-père, donc l'homme qui boit et qui ne travaille pas. Et il va entretenir des relations sexuelles avec sa belle-mère, soit la nouvelle compagne de son père parce qu'il a repris contact légèrement avec lui. Et au même moment, il va commencer à entendre des voix dans sa tête comme s'il captait des ondes de radio, dit-il. Donc à ce moment-là, il va se faire prescrire des médicaments pour calmer les voix dans sa tête, mais ça va pas suffire et souvent, il va essayer de faire des tentatives de suicide. En 2001, à l'âge de 17 ans, Eric va être hospitalisé à l'hôpital pour plusieurs tentatives de suicide et au même moment, il va être diagnostiqué avec un trouble schizoaffectif ainsi que le trouble bipolaire. Et à plusieurs reprises, il va faire des overdoses de médicaments. Au tout début de l'âge adulte, soit en 2003 à l'âge de 19 ans, Eric devient stripteaseur, escorte et tente même de faire son apparition dans les films pornographiques.
Toujours à cette même époque, Eric va être hospitalisé à l'hôpital de Saint-Michel où il va être déclaré inapte au travail parce qu'il est schizophrène légère et qu'il souffre de bipolarité. Il va recevoir des allocations d'environ 1 000 $ par mois. En fait, même au procès, il va être mentionné que son père aussi était lui-même schizophrène. En 2004, soit à l'âge de 20 ans, il va encore être hospitalisé à cause de sa schizophrénie. Il entend des voix, il fait des tentatives de suicide. Et seulement 1 an plus tard, donc en 2007, Eric va changer de nom pour s'appeler Luca Rocco Magnotta parce qu'il croit qu'il est suivi par ses clients. Il croit que ses clients l'espionnent et il va à plusieurs reprises même changer de numéro de téléphone. Il va très souvent déménager parce qu'il croit vraiment qu'il se fait espionner, qu'il se fait suivre et qu'il se fait harceler. En 2007, soit à l'âge de 23 ans, Luca Rocco Magnotta va faire polémique en ce qui concerne une relation qu'il entretiendrait avec Karla Homolka, donc la tueuse en série reconnue au Canada. Et il va faire une apparition à la télé, au journal notamment, pour démentir cette rumeur. Et plusieurs temps après, il y a beaucoup de psychiatres en fait qu'il avait rencontrés et il avait lui-même dit en fait que c'était lui qui avait fait cette rumeur pour essayer d'entrer dans le monde de la célébrité. On sait aujourd'hui, grâce à un homme qui a décidé de garder l'anonymat, qu'il avait rencontré Luca dans un site d'escorting en mai 2012, soit quelques temps avant le meurtre. Et Luca avait posté une annonce où il demandait des rencontres sous le pseudo de Nathan22 notamment, mais il avait plusieurs pseudos. L'homme anonyme dit « C'était un beau jeune homme, j'ai appelé le numéro et nous avons fixé un rendez-vous. » Ils se sont vus 3 fois en mai 2012 et leurs rapports étaient très normaux en fait. L'homme qui a décidé de garder son anonymat disait qu'il voulait passer du temps avec Luca. C'était pas nécessairement sexuel, mais c'est arrivé à quelques reprises qu'ils aient des relations sexuelles, mais leur relation était tout à fait normale. Il n'y avait pas de bondage, il n'y avait pas de sadomasochisme, il n'y avait pas de masochisme non plus. Il dit, et je cite, « C'était un garçon très bien élevé, simple et sympathique. Il ne buvait pas et ne prenait pas de drogue. À cette époque, il avait les cheveux courts foncés, était mince, non musclé. Il ne portait pas de perruque. Il disait venir de Russie. Et lorsque on se voyait, Luca était rémunéré environ 150 $. Le 21 mai, nous étions supposés nous rencontrer. Je l'ai appelé, mais jamais il n'a retourné mes appels. » Et là, on cherche Luca Rocco Magnotta vraiment partout au Québec, partout au Canada. Et c'est le 25 mai 2012, vers 16h38, qu'on voit Luca Rocco Magnotta sur des caméras de surveillance de l'aéroport de Montréal. Il porte à ce moment-là une perruque noire et porte un chandail noir avec Mickey Mouse dessus. Et il achète un billet pour Air Transat pour Paris. Le 27 mai 2012, à 12h49, Luca Rocco Magnotta va arriver à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et va retirer de l'argent avec 3 cartes bancaires différentes. Il va acheter aussi un téléphone portable. À ce moment-là, il va commencer à prendre l'identité de Kirk Trammell. Il va ainsi louer une chambre d'hôtel pour une nuit, mais il ne dormira pas. Il va ensuite réserver une chambre d'hôtel à 50 € pour 9 jours, mais il va encore reprendre une autre douche, puis il va quitter. Le 27 mai 2012, Luca va passer la nuit chez un Parisien qu'il avait rencontré sur un site de rencontres homosexuelles. Et sur ce site, Luca prenait l'identité de Canadien 22. Le 31 mai 2012, Luca va prendre un autocar en direction de Berlin. Et à 10h27, il entre dans l'autocar et à ce même moment-là, il a toujours la même identité, soit Kirk Trammell. Et il dit avoir 26 ans pour bénéficier d'une réduction sur le billet de l'autocar. Il va arriver ensuite à Berlin et il va séjourner chez un Allemand qu'il avait toujours rencontré sur un site de rencontres homosexuelles. À ce moment-là, il prenait d'autres identités, soit Kirk, soit William 2323. L'Allemand, qui lui aussi a décidé de garder l'anonymat, va dire au procès que lorsqu'il a rencontré Kirk, celui-ci était sale, ne paraissait pas propre de sa personne. Il ne voulait pas nécessairement l'héberger chez lui, mais il s'est dit, il fait un petit peu pitié parce qu'il vient d'arriver dans une ville, dans un pays qu'il ne connaît pas et il ne pouvait pas le laisser à la rue. Donc, il va le prendre chez lui et à ce moment-là, pendant une semaine, Kirk, donc Luca, va dormir sur le sofa. Luca va rester chez cet Allemand du jeudi au lundi
Et bon, il va dormir sur le divan, il n'y aura pas de relation sexuelle. Et l'Allemand va dire que Kurt, donc Lucas, passait son temps à boire et aussi à aller dans des bars homosexuels. Il ne comptait pas l'argent qu'il dépensait, il dépensait vraiment comme il voulait, même qu'il lui a payé beaucoup de choses. Et pendant ce temps où il est à Paris, mais aussi à Berlin, Interpol le recherche vraiment partout dans le monde. Son visage est affiché à toutes les postes de télévision partout dans le monde. C'est le 4 juin 2012 que Luca Rocco Magnotta va être arrêté. À 11h54, Luca va entrer dans un cybercafé de Berlin pendant que son ami l'Allemand est parti à un rendez-vous. Luca va parler quelques minutes avec la personne qui se trouve derrière le comptoir et cet homme, en fait, qui est le propriétaire du cybercafé, va le reconnaître. Luca, à ce moment-là, va se diriger vers l'arrière du cybercafé pour aller aux ordinateurs. Pendant ce temps, le propriétaire va sortir du cybercafé, va tenter de contacter une police, donc une voiture de police. À 11h38, 7 policiers vont entrer dans le cybercafé et vont se diriger calmement, doucement, sans se faire repérer, vers l'arrière du cybercafé où il y avait les ordinateurs et ils vont procéder à l'arrestation de Luca Rocco Magnotta. Les policiers vont lui demander son identité et Luca va dire qu'il s'appelle Kirk Trammell. Les policiers vont lui redemander son identité en disant que vous ressemblez beaucoup trop à Luca. Et Luca va répondre « Vous m'avez eu. Et oui, je suis Luca Rocco Magnotta, celui que vous recherchez. » À 13h42, Luca Rocco Magnotta va sortir du cybercafé accompagné des 7 policiers menottés. Il va à ce moment-là entrer dans la voiture de police et un policier va remarquer que Luca souriait légèrement, comme s'il était soulagé enfin de s'être fait prendre et de ne plus avoir à fuir. C'est le 18 juin que Luca va être extradé vers le Canada, accompagné de 7 enquêteurs, un lieutenant détective, un inspecteur en chef et un psychiatre. C'est le 29 septembre 2014 que le procès de Luca Rocco Magnotta va s'ouvrir et celui-ci plaide non coupable en raison de ses facultés intellectuelles au moment du crime. Donc, l'accusation va tenter de prouver que le meurtre était prémédité. À ce moment-là, pendant le procès, il y a une cinquantaine de personnes qui vont venir à la barre, soit des amis, des membres de la famille, l'Allemand, le Français qu'il avait rencontré et plusieurs psychiatres qui l'avaient évalué sur plusieurs années. Est-ce que Luca Rocco Magnotta était en psychose au moment où il a fait le crime? C'est ce que l'accusation va tenter de prouver. Et là, ce ne sera pas très compliqué parce que le 10 septembre 2011, soit presque un an auparavant, le journaliste Alex West avait reçu un mail signé par un certain John Kilbride. Et en fait, c'est un enfant de 12 ans qui avait été assassiné par le couple Ian Brady et Mira Handley et tué en 1963. Et dans ce mail, il va être inscrit, et je cite, « La prochaine fois que vous entendrez parler de moi, ce sera dans un film que je produirai et il y aura quelques humains. Ce ne sera pas que des chatons. Tuer n'est pas comme fumer. Tu ne peux pas arrêter. » Pendant le procès, un certain nom va ressortir très fréquemment venant de Luca, un certain Manuel Lopez qui était né en 1982 et aurait été client de Luca en 2010, soit à New York, et à partir de ce moment-là, ils auraient commencé une relation, donc une relation amoureuse, conflictuelle. Luca va décrire Manny comme étant très violent, très narcissique, et que leur relation était vraiment très toxique. Il dira que Manny aimait le bondage, le sadomasochisme, ainsi que le masochisme. Il aimait la violence, autant dans la vie réelle, au quotidien, que dans la sexualité. Et Luca va dire que Manuel avait même aussi forcé Luca à arrêter sa kétiapine. En 2010, Luca vivait à New York et était parti pour Miami sous la contrainte de Manny, soit en janvier 2011. C'est à ce moment-là que Manny aurait proposé à Luca de faire des vidéos de lui en train d'assassiner des chats pour se faire de l'argent. Donc, la vidéo des chats montre des chatons avec un homme qui joue avec les chatons. Et par la suite, cet homme met des chatons dans un grand sac en plastique et le ferme, puis aspire toute l'air avec la balayeuse pour faire suffoquer les chats. Dans cette même vidéo, par la suite, on voit l'homme qui floue son visage en train de jouer avec les chats morts. Il avait même posté cette vidéo sur YouTube, mais aussi sur plusieurs autres sites. Et c'est à ce moment-là qu'une enquête, en fait, de
civil va commencer. Après près de 2 ans à entretenir cette relation amour-haine avec Magny, Lucas avait décidé de fuir cet homme par l'entremise d'une amie qui s'appelait Rebecca et par la suite, il était venu vivre ici à Montréal. Malheureusement pour lui, Magny avait réussi à le retrouver et la relation avait recommencé. Lucas décide donc de retourner à Miami avec Magny et il va être retrouvé nu sur une plage en sang. Il va être emmené à l'hôpital et celui-ci va dire qu'il a été victime de viol par Magny. Malheureusement, les enquêteurs ne croiront pas l'homme. Et c'est à ce moment-là que Magny a eu aussi l'idée de commencer des vidéos très macabres avec des chats, des rats et des pitons. Parce que Rebecca possédait des pitons. Au moment où Lucas raconte ça dans son procès, beaucoup de personnes ne savent pas si Magny, donc Manuel Lopez, existe vraiment. Certains psychiatres croient que oui, d'autres croient que non. Ils croient que c'est une invention de l'esprit de Lucas. Mais quoi qu'il en soit, Lucas avait arrêté ses médicaments en 2010, donc un peu avant la création des premières vidéos de chats. Donc c'est ce qui pourrait peut-être avoir entraîné ces vidéos, puisqu'il a arrêté de prendre ses médicaments, qu'il était schizophrène, mais aussi bipolaire, il était plus suivi, donc peut-être qu'il est rentré en psychose et c'est vraiment ce qui a causé ces vidéos, si ce Magny n'existe pas. Pendant le procès, les faits qui se sont déroulés du 24 au 25 mai 2012 sont relatés et par les caméras de surveillance de la Baptiste de Montréal, eh bien, on voit Lucas vers 4h36 aller porter plusieurs sacs poubelles. Donc, il fait des allers-retours allant porter des sacs poubelles dans les ordures avec un chien. Puis, par la suite, il n'y a plus rien pendant 3 heures. Et après le 3 heures, eh bien, il retourne encore porter des ordures dans les poubelles. Et cette fois-ci, il n'y a plus le chien. C'est le 15 décembre 2014 que le procès va prendre fin. Et le jury va prendre environ 8 jours pour délibérer d'une sentence, mais aussi d'une condamnation de Lucas Rocco Magnotta. Le 23 décembre 2014, Lucas Rocco Magnotta est reconnu coupable de 5 chefs d'accusation qui pèsent contre lui et écope de la prison à perpétuité, jugé criminellement responsable de ses actes. Donc, c'était vraiment ce que le procès essayait de démontrer, c'est qu'au moment du meurtre, Lucas Rocco Magnotta était en pleine possession de ses moyens, qu'il n'était pas en psychose, qu'il n'était pas malade. Et de toute façon, on le voit avec les lettres qu'il a écrites au journal, avec ce qu'il a fait dans les vidéos. Et on sait qu'avec l'analyse des ordinateurs, c'était lui-même de son ordinateur qui mettait les vidéos de chat et celles du meurtre en ligne. Donc, tu ne peux pas être en psychose et être capable de faire ce genre de choses-là. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le concept et surtout, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Karine Larue sur l'affaire Rocco Magnotta. C'est très intéressant à lire. Il y a beaucoup de détails. C'est ce que j'ai vraiment aimé. Ici, j'ai fait un résumé du livre, mais dans le livre, il y a énormément de détails, beaucoup de choses que j'ai pas mentionnées parce que ça aurait fait une vidéo extrêmement longue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner, à activer aussi la cloche des notifications pour manquer aucune de mes vidéos. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, partager la chaîne. Plus on va être nombreux, plus on va avoir de plaisir, évidemment. Et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui me soutiennent. C'est super. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous! Ciao, ciao! Let's go!